Vous écoutez Aligre FM 93.1. Bertrand, je vous présente en deux mots. Vous êtes écrivain, vous êtes photographe aussi, c'est très important parce qu'il y a une dimension très visuelle dans vos textes et il y a quelques-unes de vos photographies, dont une qui illustre peut-être que la nouvelle que j'ai trouvée la plus belle de ce recueil, qui est La Villa Kitoko. Et puis, vous êtes animé des ateliers d'écriture, vous êtes aussi... vous faites des sculptures avec des livres. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça, c'est un sujet. Elles sont très belles, d'ailleurs. Elles sont très belles, mais en même temps, vous sacrifiez des livres. Alors, oui, enfin, si vous voulez, on pourra en parler après, mais parce que tout ça se tient néanmoins. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la photographie, c'est écrire avec la lumière, l'étymologie. Et je fais des sculptures avec des livres. Donc tout ça est une histoire autour de l'écriture. Et quand je réalise des sculptures livres, il y a une part d'écriture en quelque sorte, mais j'anime aussi des ateliers de sculpture livre auprès de publics, des jeunes, des adultes, dans des médiathèques, etc., où il y a toujours à ce moment-là une partie écriture, soit sous la forme brève d'un haïku, soit sous une forme plus élaborée. Voilà. Très bien. Justement, je voudrais commencer, Bertrand Lawrence, en vous citant en donnant un petit texte de Annie Saumon, très court, une phrase sur ce qu'est la nouvelle. Elle dit « Écrire une nouvelle, c'est dire les moments fugitifs, les choses ténues, les reflets, les vibrations, les scintillements du réel, et laisser tomber tout le reste. » Et quand on vous lit, je trouve que c'était vraiment... on avait l'impression que elle expliquait ce qu'étaient vos nouvelles. Tout à fait. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Annie Saumon à Lozerte. Et oui, tout à fait, oui. En fait, j'ai écrit aussi des romans, mais l'art de la nouvelle est vraiment ce qui me satisfait le plus personnellement. Pour une raison toute simple, je dirais que finalement, raconter des histoires au lecteur, entre guillemets, n'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout à la recherche d'un sujet incroyable, avec des rebondissements, etc. Alors bien entendu, si j'en ai, pourquoi pas m'en servir, mais ce n'est pas du tout ma quête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler vraiment de moments d'émotion, heureux, malheureux, mélangés, même si souvent... les choses compliquées, difficiles font plus recette en termes d'écriture, parce que ça offre plus de rebondissements souvent, mais néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, en fait, de parler des choses simples et à la fois compliquées de la vie de tous les jours. Et moi, pour me lancer dans l'écriture, finalement, j'ai besoin d'être moi-même, en quelque sorte, ému par le sujet que je vais aborder. Sinon, ça ne m'intéresse pas tellement. Comme vous l'avez dit, Thierry, écoute, je fais de la photo, je fais aussi des sculptures, j'ai une famille, j'ai la vie, j'ai des enfants, tout ça, voilà. Donc, si j'ai pas vraiment quelque chose qui m'émeut, ça m'intéresse pas de me lancer dans l'écriture, voilà. Je préfère faire autre chose. Donc, il faut vraiment que je sois lancé là-dedans. Et c'est vrai que du coup, la forme courte se prête vraiment à cet exercice-là de mettre en émotion. Alors évidemment, toute la difficulté, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de chair littéraire pour que les personnages, en peu de temps, ils existent vraiment, que le lecteur puisse s'en emparer, bien entendu. Et en revanche, sur l'art de la nouvelle, souvent, et je ne suis pas du tout opposé à ça, il y a des chutes, des rebondissements imprévus dans la dernière page, tout ce qu'on avait imaginé, patatras, retournement de situation, c'est pas ça. Cette chose-là ne m'intéresse pas du tout, en quelque sorte. Mais j'aime en lire, ça m'arrive d'en lire comme ça, et je suis très heureux, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, évidemment, mais ça c'est pareil pour un roman, finalement, dès les premières pages, quand on entame un roman, même dès la première page, on doit tout de suite commencer à s'emparer des personnages, en tout cas déjà comprendre ce qui a pu se passer avant, puisque les personnages, comme nous dans la vie, quand on rencontre quelqu'un à la terrasse d'un café ou dans une soirée, forcément il a déjà eu une vie avant de nous rencontrer. Voilà. Bon, dans un roman c'est pareil, dans une nouvelle c'est pareil. En revanche, dans un roman, vous pouvez partir dans des tas de choses, etc. Et puis, sauf si c'est sur une trilogie, enfin bref, une œuvre comme ça, à la fin, tout est conclu, quoi. En gros, voir les personnages sont morts, etc. Moi, je ne suis pas tellement adepte de ça.
j'aime bien qu'en fait, à la fin, c'est-à-dire qu'il faut que dans mon histoire, il y ait quelque chose qui soit bouclé, qui soit résolu. Il faut qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Mais en même temps, je veux que quelque chose reste ouvert. Voilà. Ouvert pour que le lecteur puisse s'en emparer. Tournier disait que voilà, dans l'écriture, de manière générale, enfin, j'ai pas ces mots exacts en tête, mais que en fait, il y a ce qu'on écrit. On écrit la moitié, le romancier, l'écrivain, écrit la moitié du texte, et puis le lecteur écrit l'autre partie du texte. Bon, c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est même d'ailleurs finalement une des questions fondamentales dans l'écriture, c'est ce qu'on écrit véritablement, et la place qu'on laisse au lecteur, à la lectrice, pour s'emparer du texte et le faire vivre à sa manière. Même si, bien entendu, c'est toujours un peu une tarte à la crème de dire, voilà, j'ai écrit mon livre, il appartient désormais aux lecteurs, ils en feront ce qu'ils voudront. Oui, c'est vrai, mais j'essaye de réfléchir à ça, bien entendu, en laissant la part... Et à la fin d'un texte, d'une nouvelle, j'essaye de laisser quelque chose d'ouvert. Voilà. Alors, c'est arrivé, une fois de temps en temps, quelqu'un me dit « Ah oui, mais à la fin, je reste un peu sur ma fin. » Mais plein d'autres gens, en fait, m'ont dit « Ah, c'est super, parce qu'à la fin, voilà... » Bon. Donc après, voilà... Mais en fait, il y a deux types de... Il y a en effet deux types de nouvelles. Il y a les nouvelles avec chute, comme ça. Et il y a ces nouvelles qui, plutôt dans la tradition américaine, de Carver, de Cheever, de Flannery O'Connor, etc., avec des chutes, des chutes ouvertes. Enfin, il n'y a pas de chute, c'est ouvert. Et par moment, en fait, quand je lisais vos nouvelles, Bertrand Runs, je pensais à l'émission Striptease. C'est-à-dire, on arrive dans une comme ça, les personnages sont plantés assez vite, mais sans intervention, en fait, sans intervention narrative, ou comme ça, on rentre dans une scène, une tranche de vie, et on en sort sans avoir forcément toutes les clés, ni le dénouement, parce que c'est justement, et là on revient à votre regard de photographe, ce sont des instantanés. En fait, vos nouvelles sont des instantanés. Tout à fait. J'étais invité une fois dans une médiathèque et le médiateur de la rencontre parlait de nouvel instant. Effectivement, ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, parmi les auteurs, autrices que j'aime beaucoup, il y a Catherine Mansfield. Ah bah oui, voilà. Et Catherine Mansfield, arrive à m'émouvoir sur un bouquet dans un vase, sur un plateau, une coupe avec des fruits, etc. Ce qui, dans l'absolu, est pas hyper passionnant, mais en fait, par la magie des mots, par la création du verbe, ça devient quelque chose... on participe vraiment de cet instant de vie. Voilà, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est que le lecteur, en fait, vive en quelque sorte, et pas forcément avec un jugement. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a une nouvelle chez Papa où il y a un des personnages qui est pas très sympathique, et en fait, il est plutôt sympathique, finalement. Enfin, il est humain, quoi. Il est humain. Il est humain, avec ses failles. Ouais. Voilà, comme disait Leonard Cohen, la lumière, elle entre par les failles. Voilà, on a tous des failles. Bon, là, j'en pointe quelques-unes, mais voilà. Alors justement, parlons de cette nouvelle qui est la plus longue du recueil, chez Papa, qui est vraiment... et qui, moi, comme je vous le disais hors antenne, m'a travaillé toute la nuit après l'avoir lu, parce que ça m'a pas... Il y a la narration, et après, j'ai été frappé par la construction de cette nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est très bien faite. On a deux personnages dont on voit pas très bien au début ce qu'ils ont à faire là, sauf qu'ils se retrouvent dans le même café, quoi. Et vous avez, par un art subtil du flashback, et ça, en fait, c'est un livre sur le... un dénouement pour le coup, celui-ci. C'est peut-être la seule nouvelle qui a un dénouement, quoi, où il y a une chute pour le coup, mais qui est une chute. Quand j'étais petit, notre instituteur nous avait raconté que la chef de Monsieur Seguin, nous on pensait quelle est la morale, et on avait dit elle a désobéi. Il dit non, mais c'est aussi qu'elle allait aller jusqu'au bout de sa liberté. Et votre héroïne, elle va aussi jusqu'au bout de sa liberté. Elle refuse on lui a menti, enfant, et elle refuse de croire ensuite. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors bon, Daudet, la chef de M. Seguin, je vous avouerai qu'en tant que lecteur, à chaque fois que je la lis, je pleure. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est cette petite chèvre courageuse et qui va effectivement au bout de son rêve de liberté. Voilà. Alors évidemment, il peut y avoir ce truc de dire attention, regardez, si vous allez au bout de votre rêve de liberté, les filles, parce que c'est une chèvre, ça va mal se finir. Bon, voilà, le loup va vous dévorer. Bon.
Mais néanmoins, je trouve ce texte absolument magnifique. Oui, je me suis perdu, excusez-moi. Oui. Eh ben, je disais que votre héroïne, elle a ce côté-là, elle va aussi jusqu'au bout de sa elle va, liberté. voilà, exactement. Enfin, jusqu'au bout du refus de se faire, du refus du mensonge. Voilà, parce qu'en même temps, il y a quelque chose, on ne peut pas dévoiler, mais il y a quelque chose. Et bien entendu, il y a aussi un personnage pour lui, il y a une fin, enfin, il y a ce personnage-là, il y a une fin en quelque sorte, mais l'autre personnage, il n'y a pas de fin pour lui en fait. Il n'y a pas de fin parce qu'en fait, il va repartir faire son boulot et puis en fait, on ne saura pas ce qui s'est. Enfin, on connaîtra pas la suite, quoi. Voilà. Ouais, donc, justement, il y a. Enfin, elle est très très bien construite parce que rien n'est laissé au hasard dans cette nouvelle. Ah, totalement. Le titre, j'ai essayé. Le titre, c'est Chez Papa, mais donc il y a aussi un lien avec la figure avec plein de figures du père, parce qu'il y a ce patron, c'est le patron du bar, papa. Hein, c'est le patron du bar. Il y a cette gamine, cette dame à qui découvre que son père qu'elle adorait lui a menti pour Noël. Donc c'est la désillusion que connaissent tous les enfants. Éloigner les enfants de l'antenne de la radio parce qu'on va dévoiler que le Père Noël n'existe pas. Et il y a ce truc-là. Et puis il y a ce monsieur qui est cette espèce qui bosse comme Père Noël en fin d'année. Quoi. Donc c'est une curieuse nouvelle sur la paternité aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, puisque finalement, ce type qui fait le Père Noël, qui est un peu fracassé par l'existence, on a des pistes, mais on peut en imaginer d'autres. Mais il y a des pistes qui expliquent pourquoi. Oui, il va dans ce café chez papa. Et le seul souvenir, et un des souvenirs qu'il a de son propre père, c'est les osselets. Oui. Et dans les osselets, pour ceux qui sont d'une génération où on joue encore aux osselets, l'osselet remarquable, on l'appelait le daron. Ouais, le rouge. Et il était en rouge en général, d'une autre couleur, mais souvent en rouge. Rouge et on l'appelait le daron. Ouais. Le daron, qui est évidemment, père, comme tous les jeunes le connaissent, le père, le paternel. Et il croit l'avoir réinventé. En fait, le daron, ça existe depuis. Voilà, oui, la nuit des temps. Comme je disais à mes enfants quand ils étaient petits que j'avais pas de date précise, à l'époque. À l'époque. Voilà, c'est ça. Oui, il y a, et justement, dans ce personnage qui vivote en travaillant comme Père Noël, il y a un réalisme dans vos nouvelles, Bertrand Runs. Il y a un vrai réalisme un peu cru, presque presque dans la tradition des naturalistes du début fin 19e, début 20e, et il y a aussi, justement, vous donnez un certain nombre, et c'est ça c'est toute la subtilité et la difficulté de la nouvelle, parce que les gens pensent que, comme le haïku, comme c'est plus court qu'un poème, c'est plus facile à écrire, que de même une nouvelle, comme c'est plus court qu'un roman, c'est plus facile à écrire. Or, c'est beaucoup plus difficile, en fait, à écrire, parce que dans un roman, on peut avoir des moments de relâchement. C'est inévitable. Dans une nouvelle, c'est impossible. Si dans une nouvelle, on relâche un peu la tension, elle s'effondre, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis tellement d'accord avec ça que j'ai fait 3 romans. J'ai écrit 3 romans. Et dans chaque chapitre, en fait, est bâti en quelque sorte comme une nouvelle. Et au départ, j'ai fait ça un petit peu par hasard. Disons que ça m'a permis quelque chose dans mon premier roman. C'était finalement, à la fin, quand j'ai eu fini le livre, de faire un petit peu comme un montage cinématographique. C'est-à-dire, évidemment, de déplacer des chapitres. Évidemment, il m'a fallu parfois créer des ponts d'écriture, puisque sinon, ça collait pas parfaitement. Mais ça m'a permis cette chose-là. Et sinon, le fait de bâtir chaque chapitre comme une nouvelle, en quelque sorte, fait que ça me contraint, moi, à ne pas faire de digression inutile si j'ai un personnage, ce qui n'est pas le cas, mais qui va de Paris à Marseille, pour reprendre les aventures de Cortázar sur les autonautes de la Cosmoroute, lui, il s'arrête partout, mais si moi, il ne doit rien se passer dans les stations essence ou les aires de repos, il est parti de Paris, puis voilà, il arrive à Marseille. On ne va pas faire 3 pages sur le voyage, quoi, s'il n'y a rien à dire. Non. Voilà, il n'y a rien à dire, on est arrivé, quoi. Stendhal fait ça dans la Chartreuse de Parme, il peut passer des pages sur un quart d'heure, et puis après, il dit, il dit 3 ans plus tard. Exactement, voilà. Et voilà, mais la nouvelle, c'est vrai, oblige à ça. Parce que si vous commencez à raconter, à déblatérer des choses totalement hors contexte du texte sur 3 pages, le lecteur, vous le perdez, quoi. Du coup, à la fin, il se dit, oui, pourquoi ? Oui, il y a un dosage, il y a un équilibre. Il y a un dosage subtil, mais j'en reviens tout à l'heure à ce que j'évoquais, le fait de ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Pour moi, finalement, avec le recul,
aujourd'hui, j'en suis arrivé à considérer que c'est quasiment une des choses les plus importantes dans l'écriture. Parce qu'en fait, quand vous en dites... Suggestion. Voilà. C'est-à-dire que si vous dites trop de choses, si vous appuyez trop à quelque chose, un détail, une chose, le lecteur se dit, bon, je suis pas stupide, c'est bon, j'ai compris. Mais si vous lui en dites pas assez, il dit, qu'est-ce qu'il y a, où il va, il comprend plus, il est perdu. Évidemment, c'est pour ça, je reprends vos mots, Thierry, c'est un dosage, mais un dosage un peu compliqué. Et puis on sait bien que ce dosage-là ne va pas satisfaire tout le monde, puisque certaines personnes vont trouver quand même qu'il y en a trop ou qu'il n'y en a pas assez. Bon, mais vraiment, c'est une interrogation constante que j'ai. Est-ce que je dis ça? Est-ce que je le dis pas? Jusqu'où je vais? Etc. Voilà. C'est vraiment, hormis d'autres problèmes techniques d'écriture qui m'intéressent, mais cette chose-là reste pour moi finalement presque, et d'autant plus pour l'art de la nouvelle. Parce que vous écrivez vous devez en peu de temps donner de la chair littéraire et que les personnages existent vraiment. Et voilà, donc tout doit être mesuré. Voilà. Après, on peut en discuter, bien entendu. Mais je reviens toujours parce que je pense que, comme il y a quelques photographies de vous à l'intérieur de votre recueil, Bertrand Rons, je pense qu'il y a cette idée vraiment d'une écriture aussi qui on voit l'œil du photographe, c'est-à-dire qu'il y a le champ et le hors-champ, en fait, dans la nouvelle. Tout à fait, c'est ça, ouais, c'est le champ et le hors-champ. Alors, pour les photos, c'est vrai que, voilà, il est vrai que dans ce recueil, il y a des photos. Alors, juste, je dis un petit mot sur les éditions de la Reine Blanche, qui est une jeune maison d'édition. Spécialisée dans les nouvelles. Spécialisée dans les nouvelles. Donc, il y a deux collections. Il y a une collection de recueils de nouvelles, et puis il y a une collection de textes plus courts, Les Petites Rivières, où c'est une nouvelle unique, un peu longue, en fait, qui a une taille suffisante pour pouvoir faire un petit tiré à part. Et donc, ces nouvelles toutes seules sont soit issues d'un recueil publié par la Reine Blanche, soit une nouvelle isolée, voilà. Donc, par rapport à ce recueil, le texte dont vous parliez chez Papa a été fait partie de la collection des Petites Rivières et tiré à part. Mais hormis ça, donc moi, je suis très heureux d'avoir été publié pour ce recueil chez la Reine Blanche. Je me trouve à côté de Klaus Mann, que je ne connaissais pas. Je connaissais son père, mais je ne connaissais pas Klaus Mann. C'est très très bien. Et j'ai découvert une écrivaine espagnole, Emilia Pardo Passan. Je ne sais pas si les Espagnols sont là à l'antenne, je dois prononcer très mal, mais qui est une très très grande dame de la littérature. C'est vraiment très très bien. Il y a plusieurs textes publiés à la Reine Blanche. Donc voilà. Donc je suis bien entouré, donc je suis très heureux. Et puis, pourquoi je vous parle aussi particulièrement de ça, c'est que c'est un souhait de la Reine Blanche d'avoir à chaque fois des illustrations dans les recueils. C'est vrai. Voilà, c'est elle. Et donc c'est elle qui en fait est venue vers moi en me disant, mais en fait, donc tu es photographe, on va mettre des illustrations, est-ce que tu voudrais pas t'en occuper? Et du coup, j'ai réfléchi et j'ai choisi un certain nombre de photos qui pouvaient aller. Mais en revanche, il y a un des textes, La Villa Kitoko, où la photo a préexisté au texte. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais ce jour-là avec ma fille en voiture, je démarre, je vois cette maison, je lui dis, attends, chérie, je reviens, je suis sorti, j'avais mon téléphone, j'ai fait une photo avec mon téléphone portable, et puis rentré chez moi le soir, enfin, il y avait 12 heures de voiture, mais rentré chez moi le soir, j'ai commencé l'écriture de ce texte-là. Voilà. Donc, mais les autres, par contre, photos, sont venues après, ont été choisies pour illustrer les textes. Tandis que là, c'est vraiment la photo qui a préexisté au texte. Alors, justement, je voudrais qu'on en parle de cette nouvelle qui est vraiment, pour moi, que je trouve absolument magnifique. Mais je vous propose, Bertrand Rons, de faire une première pause musicale avec votre premier choix, qui pourrait, maintenant ça me percute. C'est Brigitte Fontaine et Belle abandonnée. Ça peut, en fait, ça va très bien avec la Madeleine de chez Papa. Tout à fait. Belle abandonnée au désert bouillant, tu m'as fait pleurer quand j'étais enfant. Vert pâle adoré, vieux rose béni, ocre
être doux, aimé, cramoisi, chéri. C'est l'après-midi, encore en été, et l'on se relie, les yeux dilatés. Grand jardin sauvage, rempli de frissons, pour les anciens pages et les Robinson. Ah, comme on courait au milieu des buis. Ah, comme on aimait les goûters de fruits. La chaleur se calme et la sueur sèche. Un souffle de palme rase l'ombre rêche. Un faute fardé pour quelque intermède du règne grisé dans son tutu raide. Cheval attelé, lourd et fatigué, dans les rues cendrées des étés passés. Et le sang sifflait dans les courses folles. Les enfants brillaient. Amour sans parole. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Aligre FM, donc au fil des pages, l'invité d'au fil des pages aujourd'hui est Bertrand Runs pour son recueil de nouvelles « Il faudra bien redescendre à la Reine Blanche » et on vient d'écouter « Belle abandonnée » de Brigitte Fontaine. Et juste avant la pause musicale, Bertrand Runs, nous parlions de cette nouvelle Villa Kitoko qui est vraiment magnifique et que là, en la lisant et en voyant la photographie juste après, je me doutais que c'est la photographie qui avait déclenché cette photographie. En fait, c'est simple, hein, c'est un pavillon qui a l'air un peu inhabité, on va dire. Ouais, en fait, il est habité, hein, Ah, et qui bon. part un peu en... En quenouille. Voilà. Et avec des hautes herbes. Et il y a une statue, comme il y a des nains de jardin, mais là, une statue de Blanche-Neige, mais en plus qui a la particularité d'être entièrement blanche. Voilà. Entièrement blanche et perdue Au milieu de cette... au milieu de d'une désolation. Oui, c'est ça, D'une désolation. d'une espèce de friche. Hein, Voilà, sous les d'une yeux. désolation. Avec en plus un ciel avec des Ouais, un peu moutonné, moutonné, ouais, voilà. Donc, Ouais, un ciel bien matiré, donc photographiquement ça fonctionnait parfaitement. Et puis voilà. Et puis en fait, hein, il y a évidemment, j'aime assez la nostalgie, j'aime beaucoup Modiano, et j'aime beaucoup quelqu'un. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était Modiano qui avait écrit un bouquin de Pierre Le Tan. Avec des illustrations de Pierre Le Tan. Pierre Le Tan qui a illustré Memory Lane, oui. Poupée blonde, enfin des choses, voilà. Et qui a un trait très particulier. Et il y avait un bouquin de lui, il est mort hein, maintenant, Pierre Le Tan, où c'était soi-disant, il avait trouvé un manuscrit dans le métro, si je me souviens bien, etc. Et puis c'était signé PM le manuscrit. Alors du coup, j'avais imaginé que c'était des textes de Modiano, mais je crois, il me semble que finalement, ce sont des textes de Pierre Le Tan. Et j'avais l'idée de ça, d'autant que Modiano, il y a Villa Triste. J'avais l'idée à un moment donné, peut-être, de plusieurs textes comme ça autour de Villa. Villa Kitoko, en plus, le nom, ça veut dire beau, belle, beauté en lingala. Ouais, c'est ça.
Donc ce qui est pas... sans doute, ça a dû être le cas. Ce qui ressemble en plus à... C'est son vrai nom? Oui. Ah oui, c'est... Oui. Mais je peux pas tout dire. D'accord. Je peux pas tout dire. Non, Je peux pas tout dire. J'ai changé différentes choses, mais cette villa Kitoko existe. Vraiment, évidemment. La photo est là. Oui, voilà. Enfin, maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus Oui. avec l'IA, mais la photo est là. La photo est là. Il y a, enfin, je vous disais que vous inscriviez dans une tradition du naturalisme, mais aussi un autre naturalisme auquel je pensais, qui est celui de Jean Meckert ou de Henri Calais, de ces gens-là. Oui. Voilà, c'est ça, de cette espèce. C'est pavillon de banlieue, c'est HLM, etc. On n'est pas dans le misérabilisme, c'est-à-dire que Non. vous parlez. En fait, pour le coup, vous plantez des personnages que l'on croise tous, à peu près au quotidien, quand on vit en région parisienne en tout cas, et auxquels on ne prête pas attention. Si on prend un mot à la mode aujourd'hui, ce sont des invisibles ou des invisibilisés auxquels vous donnez justement cette chair, quoi. Alors, en fait, oui, ce sont des gens qui, d'une certaine manière, bricolent leur existence, on va dire. Ouais, c'est ça. Ils bricolent leur existence avec des petits bouts de rien, parfois des jolis rubans roses, parfois c'est pas ça. Voilà, mais ils bricolent leur vie. Alors j'essaye par contre de ne pas bricoler mes textes, mais ce sont souvent des gens qui bricolent leur vie. Et vraiment, je suis attaché, comme je vous disais en introduction, un peu sur les moments heureux ou malheureux, même dans le choix des nouvelles. Par exemple, il y en a deux qui sont vraiment l'exact, enfin, en tout cas une illustration de ce que je vous dis. C'est la première nouvelle qui s'appelle Le temps des châtaignes. Les châtaignes, ça pique. Et il y a une nouvelle qui s'appelle Les chamallows. Les chamallows, c'est doux. Et cette nouvelle est douce. Et j'y suis particulièrement, moi, attaché, qui est une nouvelle imbriquée un peu comme des poupées gigognes, comme des poupées russes, comme des matrioshkas. Voilà. Et ce sont deux nouvelles très différentes, mais qui illustrent les deux pans de ce qui me plaît. Voilà. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose qui est dur, il faut que ça soit dur. Vraiment. Mais j'ai pas besoin de mettre des tripes forcément. Non, on est un peu voilà. on a comme chez Simon en fait aussi. Voilà. Oui, C'est ce genre de personnage. c'est marrant que vous parliez de Simon parce que Simon, moi, je connaissais Maigret à la télé, pas avec Balmer, avec Jean Richard. Bon, voilà. Enfin, je ne vais rien dire pour les amoureux de Jean Richard et de Simon, mais j'en étais resté à ça. C'était un peu le Derrick français. Ouais. Voilà. Et puis un jour, je suis tombé justement pour mes sculptures livres. Une boîte à livres, paf, je récupère des livres. Et puis il y avait Coup de lune de Simon. Et puis c'était avec une jolie couverture, avec une illustration dessus, un livre plutôt sympa, un bel objet. Oh, je me dis non, que celui-ci quand même, je vais le conserver. Puis à un moment, je me suis dit, oh, je vais peut-être le lire. Je l'ai lu, mais je suis resté c'est incroyable. saisi. C'est incroyable. Hein. Je me suis dit, mais c'est formidable. Il écrit, mais incroyablement bien. Et puis simple, c'est simple. Hein. Il C'est n'y a simple. pas un mot. Mais non, il n'y a pas besoin. En fait, voilà, pas de c'est fioriture. simple et c'est incroyable. Je suis resté saisi, ça a totalement bouleversé. J'ai connu la même chose avec Colette. Colette, moi, j'étais dans l'idée, j'avais jamais lu de Colette, que c'était une dame à chat, voilà, une petite mémère, machin. Mais que nenni, rien du tout. C'est absolument magnifique. Alors évidemment, c'est une écriture plus riche, hein, du coup, au niveau de l'écriture, mais c'est formidable. D'ailleurs, il y a un texte d'elle, La chatte, qui est formidable, à propos de chat. Et qui est plutôt du côté du temps des châtaignes que du côté des chamallows, hein, la chatte. Voilà. Et qui est très très bien, très très bien. Enfin bref, voilà, parfois on a des surprises comme ça. Mais oui, Simon, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait penser parce qu'il y a cette manière aussi de planter un décor très rapidement avec des personnages. Et Simon, il s'embarrasse pas d'abord, il se paye pas de mots. C'est un vocabulaire qui est très simple. Je suis un fan de Simon et je suis à chaque fois je ne lis à Simon que si je sais que j'ai 2 ou 3 heures devant moi en fait, parce que c'est impossible de le quitter. Et c'est incroyable de se dire, je relis toujours les 2 premières pages, je me dis mais comment il fait pour que je sois pris en deux pages quoi. Ouais. Quand on lit vos nouvelles, on sent que la même chose. Écoutez, merci beaucoup. Hein. Bon, la seule différence, c'est que je mets parfois plus de temps pour écrire une nouvelle que lui pour écrire un livre, puisqu'il paraît qu'il écrivait très vite, en 15 jours. Donc ouais, parfois c'est plus long. Ouais. Parfois c'est plus long, même pour une nouvelle, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, je repense à la nouvelle des Chamallows, qui est la seule peut-être, celle-ci et puis l'autre, alors j'ai un problème avec les titres, mais c'est celle avec rien que le silence, avec le piano. Avec le piano. Qui sont les 2 seules peut-être où il y a quand même, oui, on est plutôt dans quelque chose d'un peu moins noir que les autres nouvelles, mais en fait, ça serait abusé. Enfin, je pense que ce serait erroné de dire que vos nouvelles sont noires, elles sont juste comme la vie, quoi, en fait. Hein. Elles peuvent être cabossées, vos personnages sont cabossés. Et comme vous dites, ils bricolent.
Oui. Ils essaient de s'en sortir. Et alors après, le titre, il faudra bien redescendre. Oui, voilà. Alors il y a une nouvelle éponyme, La plus courte. la plus courte, donc d'ailleurs ce qui est un peu troublant, c'était aussi une des grandes satisfactions d'avoir fait ce recueil avec La Reine Blanche, parce que souvent les éditeurs, j'ai pas beaucoup de liens avec les éditeurs, mais pour ce que j'en sais et ce que j'ai pu en constater, voilà, aiment bien que ça soit quand même un peu formaté. Et là, les nouvelles font les plus courtes, 7-8 pages, enfin voilà. Et puis il y en a qui sont nettement plus longues. Et puis celle-ci, elle fait une page, quoi, en gros. Donc c'est une micro-nouvelle, voilà, pour employer le terme adapté. Et donc théoriquement, je me disais, bon, elle n'en voudra pas. Et en fait, au départ, et encore moins que ça soit cette nouvelle qui fasse le titre. Et du coup, j'avais proposé un autre titre. Bon, Villa Kitoko, me semble-t-il. Je ne sais plus, parce que j'ai eu plusieurs hésitations, mais enfin, il me semble que c'était Villa Kitoko, à ce moment-là. Toujours est-il qu'à un moment donné, elle me dit, mais pourquoi on... Je dis, oui, mais c'est la nouvelle la plus courte du recueil. Elle n'est pas représentative, en fait. Elle me dit, ah oui, mais quand même, c'est très joli, ce texte, et puis ça correspond quand même bien... voilà. Puisque pour rebondir sur ce que je disais sur l'ombre et la lumière, on va dire, la partie obscure et la partie lumineuse, eh bien voilà, il faudra bien redescendre un jour nous-mêmes dans nos vies. Voilà, on le sait tous depuis l'origine, voilà, un jour, ça va s'arrêter. Donc ça peut paraître un constat sombre, mais non. C'est en fait, justement, il faut profiter de tous les instants de lumière, Voilà, les petits, c'est ça. les grands, voilà. Et il faut aussi accepter les... Alors bien entendu, tout à l'heure, je crois que vous avez une émission en direct sur la Palestine. Évidemment, je ne suis pas dans la bande de Gaza ou ailleurs, ou en Israël, etc. Enfin bref, il y a des gens pour qui vous leur dites ça, voilà, il faut profiter de tous les instants de lumière, et même des instants obscurs. Ça va être compliqué à entendre, bien entendu. Mais quand vous avez une vie à peu près équilibrée, vous avez des petits drames, des grands drames, des petits bonheurs, des grands bonheurs, et tout ça forme une vie. Voilà. Et tout ça fait la beauté de cette histoire-là. Et voilà. Donc, bien entendu, oui, il faudra redescendre, mais ça veut dire qu'on est monté. Si on redescend, ça veut dire qu'on est monté. Voilà. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand vous parlez de vos personnages qui bricolent leur vie, c'est que face à l'adversité, ils trouvent des parades ou des substituts ou des leurres, mais qui justement leur permettent d'avoir cet élan. En fait, il faudra bien redescendre, c'est le versant ou le verso de l'élan vital. Tout à fait. Tout à fait. Mais dans la nouvelle, il faudra bien descendre, c'est justement, il y a quelque chose d'abrupt, de pas sympa pour le personnage, cette jeune fille, et elle se lance. Et puis elle fait la rencontre d'un autre fracassé de la vie, qui en quelques pages, en une page, quoi. Mais je sais pas, est-ce que je peux lire quelque chose ou... Oui, alors après... écoutez, je vais vous la lire, c'est pas long. Alors évidemment, donc je redis bien aux auditeurs, elle est un peu à part, puisqu'elle est très courte, les autres ne sont pas sur ce format-là. Mais ça donne quand même bien la tonalité. Le type des autotamponneuses s'approche de Jeanne. Avec sa gueule de boxeur de fête foraine, ses tatouages à l'ancienne, il se plante juste devant elle. Ses yeux gris clair, fichés dans les siens. Il fait peur. Jeanne ne sait pas quoi faire. Elle a déjà tellement mal. Elle a ce paquet de larmes à l'intérieur qui refuse de sortir. Et maintenant ce type, mais que lui veut-il ? Cela fait plus d'1 heure qu'elle attend Lucas. Le salaud. Maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il ne viendra pas. Elle ne l'intéresse plus. Jeanne n'est pourtant pas de ces filles faciles qu'on carambole entre 2 bières, 2 attractions criardes. Elle est d'un autre monde. Du moins, c'est ce qu'elle se figurait, les 2 pieds bien sur terre. Tout est allé beaucoup trop vite. Les autotamponneuses, Lucas, elle a perdu la tête. Le type sourit. « La tristesse vous rend magnifique, mademoiselle. Prenez garde à ce que cela ne devienne pas une habitude. » Son regard lui caresse la joue. Il s'éloigne. Et c'est comme s'il emportait quelque chose de la tristesse de Jeanne. Non mais, il est incroyable ce type. À son tour, Jeanne sourit. Elle se dirige droit vers le trampoline élastique. Ce n'était absolument pas ce qu'elle avait prévu, mais à présent c'est une évidence.
Elle paye, on la harnache. Elle décolle aussitôt. Va te faire foutre, Lucas. Elle éclate de rire. À cette seconde, elle est heureuse contre toute attente, même si elle n'ignore pas qu'il lui faudra bien redescendre. Ouais, c'est exactement. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase c'est parce que c'est très dur de faire des phrases simples qui ne soient pas, qui ne tombent pas à plat. Et quand vous dites à cette seconde, elle est heureuse, en fait, Oui, c'est ça. elle saisit et mais tant pis si ça dure pas longtemps, quoi. Et puis, au bout du compte, peut-être qu'il est en retard, peut-être qu'il a été pris, Oui, voilà. peut-être qu'il y a eu une interruption de métro, je ne sais pas où il était, est-ce qu'il habite Paris, en province, peut-être qu'il a raté son bus, enfin bref, peut-être que sa mobilette a pété, qu'il est en train de marcher au bord de la route, en se disant zut, faut que j'arrive. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. C'est chacun le prend et on fait ce qu'il veut. Voilà. Mais il y a quelque chose qui a été résolu. Ce qui a été résolu, c'est la manière dont elle a dépassé La déception. cette déception Ouais. terrible. Terrible pour une jeune fille. On peut imaginer que c'est la première fois, machin. Enfin bref, ou pas. Bon, chacun le voit. Mais il y a quand même une grande déception parce qu'elle imaginait autre chose. Mais c'est Et ça puis elle qui se est- voit autrement d'un coup. Voilà. Pardon, je vous en Non, prie. non, allez-y, Bertrand. Elle se voit autrement, vous disiez. Oui, et elle se voyait autrement elle-même. Elle comprend pas pourquoi. Elle a succombé à quelque chose. Voilà. Et puis elle se dit qu'elle s'est fait avoir, vraiment. Alors qu'en fait, finalement, de s'être fait avoir, finalement, elle rebondit. Elle se dit non, c'est super, la vie est belle. Et elle va faire autre chose. Moi, je l'imagine pas être désespérée derrière. Qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, qu'ils soient en retard ou pas. Elle va s'en sortir pour moi. Mais bon, c'est ma vision. Oui, non, mais alors je vois que l'heure tourne, je surveille l'horloge, mais je vois, vous dites la vie est belle, il y a cette nouvelle aussi de ce type dans son appartement que sa femme a quitté et qui voit cette souris qui l'agace et puis qui essaie de tuer, qui n'arrive pas à tuer. Et un jour, il la découvre morte. Et il entend des couinements dans son canapé. Ouais. Et voilà, comme dans la préface de Fabienne Jacob, elle raconte l'histoire, je peux dévoiler. Et dans ce soir, elle a mis bas une petite portée de souris Voilà. et de souriceaux. Et elle est très curieuse, cette nouvelle, parce que il dit pour les tuer comme ça, simplement en les écrasant avec la main, si elles sont toutes roses, elles sont aveugles, et en fait il les laisse quand même là-dedans, elles n'ont aucune chance de survie, et malgré tout... Sauf s'il s'en occupe. Et On peut imaginer qu'il va s'en occuper. c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il laisse faire, voilà, il y a ce côté, je trouve que c'est la même réaction qu'à 7 secondes elle était heureuse, et lui, à 7 secondes elles sont vivantes. Oui, alors que, oui, à la différence que là, quand même, oui, il y a quelque chose de similaire, à la différence que là, finalement, c'est lui. Ça va dépendre de lui, vraiment, s'il survive ou pas, ces petits souriceaux. Donc, s'il fait quelque chose, et pour moi, très nettement, il est parti pour faire quelque chose. Alors que sa vie partait complètement en cacahuète, quoi. Enfin, c'était pitoyable, quoi, son existence. En plus, il voit les pavillons de l'autre côté. Enfin, bref. Mais oui, tout à fait. Et ouais, non, oui, c'est ça. Alors après, en plus, c'est rigolo que vous parliez de... Enfin, cette nouvelle, justement, et la nouvelle... Enfin, parce que en fonction des textes, hein, j'ai essayé de changer un petit peu le style. Et cette nouvelle est la plus moderne, entre guillemets. Voilà. Au niveau de l'écriture. Voilà, on va dire. De mon point de vue, hein, après, c'est pas forcément flagrant, mais enfin, de mon point de vue, voilà. Elle l'est plus que d'autres. Voilà. Mais, ouais, cette petite souris, ouais. Qui le nargue. Non, et puis parce que ça m'énervait, voilà. C'est Gros Minet, il se fait toujours avoir, quoi. Oui, c'est ça. Pour une fois. C'est curieux parce que vous disiez ça, parce que j'ai toujours pensé que j'étais un enfant anormal, parce que moi j'espérais toujours qu'il chope Ouais. ou que Tom chope Jerry, ou que Gros Minet chope Titi, ou même que le coyote attrape Bip Bip. Bip bip, ouais. Et voilà, C'était foutu non, d'avance. donc c'est bien, il n'y a pas que moi qui s'est dit que foutu, c'était pas ouais. qu'avec de la Parce qu'à la fin, on se dit, ouais, non, quand même une fois, il va y arriver. Ouais, une fois, voilà. Il va y arriver. Bertrand, je suis désolé, là, l'heure tourne et il y a encore Cécile qui a retrouvé sa chronique, donc il va pouvoir nous... C'était un plaisir, voilà. je vais écouter avec grand plaisir Et sur Stéphane. de quoi allez-vous nous parler d'ailleurs, Cécile? Eh bien, je vais vous parler d'Anton.
Antoine, d'accord. Et alors, je vous propose, vous aviez fait un autre choix qui était la chanson de Solveig de Peer Gynt, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Je vous propose d'écouter une chanson de Bertrand Belin qui... Parce que c'est un Bertrand Voilà, aussi. c'est un Bertrand Oui. et que par ailleurs, ses paroles sont assez curieuses et que ça m'a fait énormément penser à vos personnages, Bertrand Runs. Ça s'appelle, puis juste pour le plaisir de dire un gros mot à la radio, ça s'appelle Sur le cul. Oui, très bien. Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin, sur le cul. Il y avait un homme ce matin, ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul. Des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Puis se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs. Puis se reposait. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul. Vous écoutez Allegre FM 93.1. Au fil des pages, on vient d'écouter Sur le cul de Bertrand Belin et je laisse la place à Cécile sans transition. Et puisque l'émission est un peu plus courte que d'habitude et qu'il était question avec vous, Bertrand Runs, de la forme courte, je ne vais pas vous parler d'un recueil de nouvelles, mais d'une seule nouvelle, 10 pages à peine. Elle est de Stefan Zweig, a été publiée 6 ans après sa mort, en 1948. Elle s'intitule « Un homme qu'on n'oublie pas » et c'est ici présenté en tête d'un de ces petits volumes qu'on trouve en livre de caisse pour 3 €. Je me demande pourquoi, au passage, Folio a préféré retenir comme titre de cet opuscule celui de la seconde nouvelle « Était-ce lui ?» Qu'à cela ne tienne. Un homme qu'on n'oublie pas est une nouvelle qu'on n'oublie pas. L'histoire est simple, et nous assure Stefan Zweig, inspirée d'un personnage réel qu'il a lui-même eu l'occasion d'observer et de rencontrer. Dans une petite ville des plus banales, alors qu'il fait faire un tour à son épagnol Gaspard, celui-ci se met soudain à avoir un comportement étrange. Il se roule par terre, grogne, aboie, se frotte contre les arbres.
Un homme d'une trentaine d'années, vêtu comme un clochard, décrit comme un homme insignifiant avec un costume élimé, vient à passer par là et s'approche de l'animal. Il lui parle, et celui-ci, d'ordinaire suspicieux avec les personnes qu'il ne connaît pas, se laisse faire. L'homme retire ce qui lui faisait mal, sans doute une écharde, une épine, à moins qu'il ne s'agisse d'une tique, et repart sans demander son reste. Intrigué, le narrateur, autrement dit Stefan Zweig, parle de ce curieux personnage au comportement tout aussi singulier à sa cuisinière. Celle-ci lui explique qu'il s'agit d'Anton, qui a un œil pour ces choses-là. La curiosité du narrateur n'est pas satisfaite pour autant, et aux questions qu'il lui pose, sa cuisinière lui répond qu'Anton n'exerce aucun métier, qu'il dépanne ici et là, qu'il professe une totale indifférence vis-à-vis de l'argent. Le narrateur s'interroge. Comment s'y prenait-il pour contourner une loi si fermement établie et vivre heureux et sans souci ? Le narrateur mène son enquête. Il le voit arrêter un cocher pour lui signaler que son cheval est mal attelé, redresser une clôture, ressemeler des chaussures, servir des repas, emmener des enfants en promenade, vendre des pommes dans un marché, etc. Chacun faisait appel à lui spontanément, naturellement, quand un problème se présentait. Jusque-là, rien que de très banal. Mais ce qui faisait la singularité d'Anton, c'est que, quelle que soit la tâche qui lui était confiée, il refusait catégoriquement de percevoir plus que ce dont il avait besoin pour la journée. Et qui plus est, si ce jour-là, il n'avait pas besoin d'argent, en ayant déjà assez pour la journée, il refusait d'être payé. Pour le narrateur, cette découverte est une véritable révélation. Je compris vite, écrit Zweig, que cet étonnant petit homme, si serviable, si démuni, avait inventé tout seul un système économique entièrement nouveau. Il comptait sur l'honnêteté de ses congénères. Au lieu de placer de l'argent à la caisse d'épargne, il préférait s'assurer auprès de son entourage un avoir d'obligation morale. Il avait un petit pécule placé, pour ainsi dire, en crédits invisibles. Même les êtres les plus froids ne pouvaient manquer de se sentir des obligations à l'égard d'un homme qui leur offrait ses services comme une faveur amicale, sans jamais leur demander de rétribution en échange. J'entends d'ici les cyniques ou les désabusés qui auront beau jeu de se gausser de la candeur de Zweig et de la mienne, puisque j'ai été particulièrement touchée par la justesse de ce récit de bonté et de gratuité. Mais peut-être faut-il prendre le problème autrement, à l'envers. Face à une telle histoire, quand bien même on apporterait la preuve tangible de sa réalité, de sa possibilité, il s'en trouvera toujours pour opposer l'argument qu'à l'autre bout du spectre du genre humain, il est des êtres mauvais, cupides, fourbes, que sais-je encore. Et cet argument, certes incontestable dans les faits, sert au mieux à justifier une forme de renoncement. Pour ne pas agir, pour ne pas essayer. Ne faudrait-il pas simplement, nous dit Zweig, tenter d'inverser ce mauvais pli ? J'ai dit que cette nouvelle a été publiée après la mort de Zweig, mais il semble qu'elle ait été écrite en 1939. On sait dans quelle crise personnelle, intellectuelle et sensible la montée du nazisme puis le second conflit mondial ont plongé Zweig, qui finira par se suicider avec sa seconde épouse, au Brésil, quand il paraissait à cet écrivain si attaché à l'humanité de l'homme qu'il n'y avait plus aucun espoir. Dans une lettre de 1932 à Romain Rolland, il écrivait que « l'opposition morale devient notre devoir » et rappelait l'importance de défendre l'individu en soi. Autrement dit, il faut extraire l'individu en soi des passions tristes de l'histoire dont il est le contemporain. Je trouve que c'est un manque d'imagination de ne pas croire à la bonté, en particulier à la bonté désintéressée. Dans cette nouvelle, Zweig montre qu'elle est possible, qu'elle existe autant chez Anton que chez ceux qui font appel à lui. Par sa seule attitude, radieuse et inflexible, ce mystérieux personnage a instauré un nouvel ordre de vie, de nouveaux rapports entre les êtres, qui, au moins avec lui, ne connaissent pas d'abus, ne sont pas bafoués. Sans doute le souvenir de cet homme est-il revenu à Zweig au moment où lui-même perdait espoir dans l'humanité, qui s'apprêtait à basculer dans une horreur dont l'ampleur était inconcevable. En lisant la chute du livre, je pense au « Imagine » de John Lennon. Si tout le monde se faisait confiance, il n'y aurait pas de police, pas de tribunaux,
pas de prison et pas d'argent. Notre vie économique si complexe ne serait-elle pas améliorée si tous vivaient comme cet homme qui se donnait tout entier et ne prenait que ce dont il avait besoin ? Au vu des différentes expériences collectives, collaboratives, locales, sans doute n'est-ce possible qu'à de petites échelles, qui se mettent en place pour non seulement tisser des liens défaits paradoxalement par l'ère de l'hypercommunication, mais aussi pour échapper au panoptique économique et desserrer son étranglement. Comment donner totalement tort à Zweig et surtout à son Anton ? Comment ne pas y voir une de ces micro-résistances dont parle Deleuze ? Un homme qu'on n'oublie pas n'est pas un conte moral, plutôt une parabole et un bréviaire de la subversion par l'entraide. Le poète anglais Coleridge dit que la fiction est une suspension temporaire de l'incrédulité. Je vous invite, chers auditeurs et auditrices, chers lecteurs et lectrices, à suspendre temporairement votre incrédulité, le temps de ces 10 pages, et accepter, pour reprendre la formule d'Apollinaire, cette invitation à la bonté, contrée énorme où tout se tait. Je vous redonne le titre de cette nouvelle, Un homme qu'on n'oublie pas. Elle figure en tête d'un tout petit volume intitulé Était-ce lui, traduit de l'allemand par Laure Bernardi et Isabelle Kalinowski, publié en folio à seulement 3 € en 2023. Merci beaucoup Cécile Holban. Nous arrivons à la fin de cette émission un peu plus courte que d'ordinaire. Je le regrette parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur votre très beau recueil de nouvelles, Bertrand Runs. Il faudra bien redescendre avec une préface de Fabienne Jacob qui vous cerne très bien et qu'il faut très grande autrice. Très grande voilà, autrice. Il faut lire Corps, Un homme à bord d'une femme, etc. Voilà. Très grande autrice. Mais je lirai parce que je vous avoue que je n'ai pas encore lu. C'est publié dans cette maison d'édition. Son recueil de nouvelles, j'ai oublié. Pardon, je vous ai coupé. Son recueil de nouvelles, j'ai oublié le titre. Les après-midi ne devraient pas exister. Voilà, c'est très bien. Voilà. Très très bien. Et c'est publié dans la Reine Blanche, qui est une maison d'édition. Et en plus, les livres sont très beaux, quoi. Comme objet, très beau livre, très soigné. Et le catalogue est vraiment très intéressant. Moi, j'en ai 2-3 que j'ai acheté. Tous les textes en fait que j'ai lus dans cette maison sont bien. Voilà. Merci beaucoup Bertrand Runs pour. C'était un plaisir. Merci à vous de cette invitation. Merci beaucoup. Je remercie Cécile Holban pour sa chronique rattrapée au dernier moment sur Stefan Zweig et la nouvelle Un homme qu'on n'oublie pas dans le recueil Était-ce lui, publié chez Folio, et j'ai oublié les traducteurs, chez Folio à 3 € en tout cas. Voilà. À la technique, je remercie Philippe Donfort et le maestro Enrico Mastrogiovanni. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Nadia et Tayeb. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je peux annoncer déjà l'invité, c'est Denis Grozdanovic pour Une affaire de style chez Grasset. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine fois. Profitez du soleil, il fait beau aujourd'hui. Voilà, et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Et montez bien. Oh